Bienvenue à tous, c'est En Pleine Forme, votre nouveau rendez-vous santé du week-end sur LCI. En Pleine Forme, c'est l'émission qui répond à vos questions, décrypte l'actualité santé de la semaine, prend soin de vous et vous donne des astuces, des conseils pour mieux vivre. Une émission qui ne peut pas se faire sans vous, Dr Kierzek. Bonjour. Bonjour Sylvia, c'est gentil, bonjour à tous. C'est vous, le fil rouge de notre émission dont voici le sommaire. La rentrée des classes avec le poids des cartables souvent trop lourd pour le dos de vos enfants. Nous allons vous donner tous les conseils pour bien le préparer avec notre invité. Et notre invité, c'est Frédéric Srour, qui est kinésithérapeute et qui est auteur d'un livre même pas mal, un livre très illustré sur les gestes et les postures à adopter pour ne pas avoir mal au dos. Bonjour Frédéric. Bonjour Gérald, bonjour Sylvia. Bonjour. Nous parlons aussi du ronflement. Gérald, vous avez donné de votre personne pour tester un dispositif inédit. Ça ne veut pas dire que je ronfle, mais j'ai effectivement donné de ma personne et vous verrez, c'est un dispositif inédit. Ça vient du Japon. Vous viendrez avec moi dans ma chambre à coucher parce que j'ai testé hier. En pyjama, je précise. Exactement. Enfin, comme toutes les semaines, nous vous lancerons un défi santé à relever en fin d'émission. Oui, alors c'est pas un gros défi, c'est un petit défi et l'objectif c'est vraiment de changer des petites choses dans sa vie quotidienne, mais des petites choses qui peuvent faire vraiment grand bien et nous permettre de rester en pleine forme. Réagissez, commentez l'émission en direct avec le hashtag En Pleine Forme et le compte Twitter de l'émission. Nous attendons vos réactions. Mais tout d'abord, comme tous les week-ends, nous commençons cette émission par le Scan Actu. On fait un tour de l'actualité santé de la semaine avec les informations qu'il fallait retenir dans la presse. Et vous l'avez sûrement aperçu en kiosque, le magazine Le Point a sorti cette semaine le guide des antidépresseurs. Le magazine fait le point sur ceux qui sont efficaces, ceux qui sont dangereux, sur la base d'un livre écrit par deux professeurs. Mais tout d'abord, Gérald, un petit coup de gueule. Bah oui, c'est un petit coup de gueule sur cette une du Point et sur ce bouquin, parce qu'il l'avait déjà fait, notre tonton flingueur de la médecine, Even et Debré, ce coup avec le guide des 4000 médicaments qui étaient dangereux. Ça avait été un carton d'édition, et là c'est plus un coup d'édition, encore une fois, plutôt qu'un vrai coup médical ou même un lancement d'alerte. Pourquoi ? Parce que d'abord ça s'appelle le guide des antidépresseurs. C'est pas tout à fait vrai, parce que les antidépresseurs, il y a des antidépresseurs, mais il y a des psychotropes. Tous les médicaments qui font dormir, qui luttent contre l'anxiété, etc. Tous les médicaments qui visent à toucher le cerveau et à se sentir mieux. Eh bien, ce sont ces médicaments, il n'y a pas que les antidépresseurs. La deuxième chose, et c'est aussi l'objet de mon coup de gueule, c'est que Even et Debré, il y en a un qui est urologue et l'autre qui est pneumologue. Ils sont pas tout à fait psychiatres. Donc là aussi, attention à ne pas prendre pour argent comptant tout ce qui est dit. Alors, le vrai message, c'est effectivement on consomme trop, on prescrit trop et on consomme trop de médicaments. Ces fameuses béquilles chimiques, ces pilules du bonheur. Et ce n'est sûrement pas la solution dans tous les cas. Il y a trop de consommation de psychotropes. Juste un chiffre, le marché mondial a explosé. C'est 22 milliards de dollars qui sont dans le monde entier dépensés pour le remboursement de ces médicaments. Et en France, il y a 120 millions de boîtes d'anxiolytiques. C'est énorme. Il faut probablement diminuer, mais tout n'est pas à jeter à la poubelle. Le magazine Marie-France a publié ce lundi une étude qui va à l'inverse des idées reçues. Consommer un verre de vin par jour serait finalement mauvais pour la santé. C'est une toute dernière étude très sérieuse qu'il a fait. Alors, docteur, qui croit et surtout que faire ? Ben oui, ça va à l'encontre de l'idée reçue qui était de dire, vous savez, le petit verre de Bordeaux ou de vin rouge par jour, c'est très bon pour la santé. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des polyphénols, vous savez, ces antioxydants qui vont lutter contre le vieillissement et lutter contre les maladies cardiovasculaires. C'est une vieille idée depuis des décennies en France et pourtant, malheureusement, cette étude, elle est relativement claire. C'est une étude qui compile beaucoup d'études, c'est ce qu'on appelle une méta-analyse. Eh bien, la conclusion, elle est claire. Dans le vin, il y a avant tout de l'éthanol. De l'éthanol, c'est de l'alcool. Et dès un verre de vin, eh bien, il y a déjà un risque de pathologie. Et plus on augmente la consommation, plus on va avoir un risque. Et si vraiment j'avais un message, c'est notamment pour les femmes enceintes, c'est vraiment du zéro verre d'alcool, ça c'est fondamental. Et puis pour les autres, c'est garder un peu ce côté plaisir de temps en temps, mais surtout pas de régularité avec l'alcool. Voilà, donc modération, voilà. Plus que modération, zéro verre, c'est mieux que 1 ou 2 verres par jour qui n'ont pas de vertu pour la santé. Voilà, zéro verre, c'est un peu dur à avaler, Frédéric Srour. Oui, on parle d'idées reçues sur le verre, on en parlera tout à l'heure sur le dos également, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur le dos, on y reviendra tout à l'heure. Allez, notre troisième information de la semaine, on se penche sur l'aspirine. Dans cet article du Figaro paru cette semaine, certains n'hésitent pas à la prendre en prévention pour se mettre à l'abri des maladies cardiovasculaires. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée ?
C'est une mauvaise idée. Alors l'aspirine, c'est très bien quand vous avez mal à la tête, quand vous avez une douleur quelque part, donc en automédication, on peut l'utiliser. C'est très bien aussi quand votre médecin vous le prescrit, notamment après certains accidents cardiovasculaires ou accidents vasculaires cérébraux, on donne de l'aspirine et c'est efficace. Mais tous les patients ou toutes les personnes qui prenaient à titre préventif de l'aspirine, en se disant ça va fluidifier le sang, il y a même eu un certain nombre d'idées reçues là aussi disant que l'aspirine, ça protégeait du cancer. Eh bien non, l'aspirine utilisée en prévention, ça a plus d'effets secondaires et en particulier de risque d'hémorragie que de bénéfices. Donc là encore, on suit la prescription de son médecin. Merci docteur pour ces mises au point. Allez, on poursuit notre émission. On va parler maintenant rentrée, on va parler mal de dos. Et vous êtes sans doute en train de peaufiner la rentrée des classes de vos enfants, d'étiqueter pour certains, de préparer le cartable. Près de 60% des collégiens déclarent en tout cas souffrir du dos. C'est énorme et l'une des causes, eh bien, c'est bien sûr le cartable et son poids en moyenne qui atteint 8,5 kg. Et tout cela a des conséquences sur leur dos et sur leur santé. Et pour en parler, eh ben, on reçoit Frédéric Srour qui est kinésithérapeute. Et dans cette émission, on fera appel beaucoup à des médecins, mais aussi à des personnels paramédicaux indispensables dans la chaîne des soins, des kinésithérapeutes, des infirmiers par exemple. Vous êtes l'auteur de Même pas mal, le guide des bonnes pratiques et des bons gestes, des bonnes postures surtout, qui est paru aux éditions First pour dès l'adolescence, dès les enfants, et vous êtes peut-être en train de préparer le cartable pour la rentrée, c'est dans quelques jours. Eh bien, ces bonnes postures, ça commence dès l'école, en ne surchargeant pas ces cartables, par exemple. Oui, dès le CP d'ailleurs, je dirais même, ça commence tout petit. Quelles sont les conséquences d'abord sur le dos des écoliers, des étudiants d'un cartable mal adapté ou trop chargé ? Alors, cette question, c'est vraiment le marronnier. Chaque année, on y revient et c'est important parce que c'est avant tout une préoccupation des parents. C'est beaucoup les parents qui se soucient du poids des cartables des enfants. Et c'est pour cela qu'avec la FCPE, on avait fait une grande campagne nationale qui s'appelait Aime ton dos pour peser le poids des cartables. Et on avait eu une circulaire ministérielle il y a quelques années qui préconisait de ne pas dépasser 10% du poids du corps de l'enfant au niveau de son cartable. Ce qui aujourd'hui, ce qui n'est absolument pas le cas. Elle a 10 ans cette circulaire, c'était 2008 et on voit encore des poids, vous le disiez, c'est 10%, c'est la norme minimale et on est facilement à plus de 8 kilos. Tout à fait, on est plutôt vers les 20%. Alors, quand on regarde les études scientifiques, vous parliez Gérald tout à l'heure de méta-analyse, elles sont assez contradictoires sur cette question du poids du cartable. Certaines études disent que le poids du cartable peut avoir une influence sur la douleur du dos des enfants et des adolescents, et d'autres études disent qu'il n'y a pas de corrélation, qu'il peut y avoir de la corrélation entre les douleurs de dos des enfants et par exemple le sport à outrance, alors qu'on sait qu'il faut faire du sport, mais apparemment quand le sport est réalisé de façon très forte, compétitive, eh bien ça peut provoquer des douleurs de dos. On sait que les jeunes filles auront plus tendance à avoir mal au dos que les jeunes garçons. Alors, si on regarde ça et on essaye de synthétiser, je pense que la réalité, c'est qu'il faut être quand même vigilant sur le poids du cartable des enfants et ne pas faire peser sur leur dos 50% du poids de leur corps. Est-ce que 10% c'est une règle absolue? Je ne pense pas. Probablement qu'il y a un travail à faire aussi sur l'anxiété des parents. C'est-à-dire que lorsque les parents disent devant les enfants « Ouh, il est lourd ton cartable, tu vas avoir mal au dos », peut-être que dans la tête, voilà, la tête des enfants, ça travaille également. Et il faut peut-être faire un travail aussi d'éducation chez les parents. Comment on choisit le cartable? On entend le sac à dos est mieux que le sac à roulettes. Est-ce que c'est le cartable à l'ancienne, le sac à dos et comment le choisir? Je pense parfois on n'a pas le choix, parce que parfois le cartable à roulettes effectivement n'est pas autorisé dans certaines écoles. Oui, mais je pense pas que ce soit nécessaire en réalité le sac à roulettes. Le sac à dos est parfait pour les enfants. S'il est bien réglé au niveau des sangles, si c'est un cartable confortable pour l'enfant, c'est tout à fait juste. Je pense qu'on va pas donner de marque, mais les cartables les plus basiques avec des sangles suffisamment matelassées, il faut que le gamin puisse le porter suffisamment près du corps. Donc effectivement, peut-être que les sangles un petit peu trop lâches avec le sac qui descend sous les fesses, c'est quelque chose qui est moins préconisé. Mais encore une fois, peut-être qu'il y a davantage d'idées reçues et de mauvaises perceptions sur cette question-là. En réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que le dos, et on va en parler tout à l'heure probablement, le dos est solide, il n'est pas fragile. L'enfant est en pleine croissance, donc il faut peut-être le préserver un petit peu plus parce que il faut faire attention à ce qui va arriver pendant cette croissance-là. Il ne faut pas non plus le fragiliser psychologiquement en lui disant tu portes un cartable trop lourd, tu vas avoir mal au dos toute ta vie. Et puis c'est la manière de le porter aussi, ce cartable, qui est important. C'est ne pas se courber en avant, c'est ne pas pencher le cou. En plus, c'est accentué par les textos qu'on envoie en permanence. Et j'imagine que vous voyez un certain nombre en consultation de gens et de jeunes qui ont des problèmes de cervicalgie, de douleurs au cervical. Oui, alors c'est effectivement de plus en plus fréquent, les douleurs cervicales, cervicalgie, les tendinites au niveau des mains, les douleurs au niveau du dos. Alors, est-ce qu'on peut les mettre en lien avec l'excès d'utilisation des tablettes et des téléphones? On en parlera tout à l'heure. C'est peut-être le cas, mais
je pense qu'il faut savoir aussi avoir une diversité d'activités. Effectivement, Gérald, quand vous dites qu'il faut éviter d'être penché en avant, si on est penché en avant toute la journée... du coup, je vais me redresser, là. Voilà, dès qu'on parle de posture, vous avez remarqué, tout le monde se tient droit. Exactement. Probablement qu'il là, on se tient un carreau, là, pour l'émission. Il faut quelques petits réveils comme ça dans la journée, pour les enfants, les adolescents, mais aussi pour les adultes, et d'avoir en fait une réalité de mouvement dans la journée, et que l'enfant qui porte son dos ne soit pas tout le temps dans la même posture. Alors, pour terminer sur la rentrée, sur les cartables, quels signes doivent alerter les parents sur le mal de dos? Alors, effectivement, un enfant va pas forcément exprimer sa douleur. C'est ce qu'on a vu lors des enquêtes. Il y avait 8 enfants sur 10 qui se plaignaient. Pourtant, il n'y avait pas forcément 8 parents sur 10 qui étaient au courant de la douleur de leurs enfants. Un enfant qui se touche le cou comme ceci, qui se tord un petit peu le dos comme cela en début d'année, faut probablement faire attention à ce qu'il fait. Peut-être qu'il ne bouge pas suffisamment tout simplement. Peut-être qu'il faut le mettre à l'activité physique et pour renforcer son dos et qu'il soit un petit peu plus actif. Voilà, donc surtout les parents pas trop angoissés aussi les enfants. Non, je crois que c'est important. Et puis, je crois qu'il y a quelque chose à faire aussi sur le poids du cartable. Apprendre aux enfants à organiser leur cartable, à pas mettre des tonnes de choses à l'intérieur dont ils n'ont pas besoin pour leur journée. C'est peut-être aussi un conseil qu'on peut leur donner. Il y a beaucoup d'établissements qui ont mis en place des dispositifs de casier à l'intérieur de l'école, ce qui permet d'éviter de faire le trajet avec le cartable bourré. Allez, il n'y a pas que la rentrée des enfants, il y a aussi les adultes, des adultes qui sont aussi concernés par le mal de dos, les mauvaises postures. Bien aménager son espace de travail est aussi très important. On va aussi le voir avec vous. D'ailleurs, tout d'abord, quelles sont les professions qui sont le plus concernées par ces problèmes de dos? Alors, contrairement à ce qu'on peut imaginer, les gens qui sont sédentaires, en fait, qui sont à des postes de travail à longueur de journée devant des ordinateurs, souffrent énormément du dos alors qu'ils font pas grand-chose avec. Et souvent, les manutentionnaires, les gens qui font de la manutention, qui bougent dans la journée, n'ont pas forcément proportionnellement beaucoup plus de risques d'avoir des troubles musculo-squelettiques, c'est-à-dire des douleurs de dos, des douleurs d'articulation, par rapport à des gens qui sont sédentaires. Alors, quand on rentre dans l'entreprise et qu'on voit beaucoup de gens devant des postes d'ordinateur, on se dit, eux, ils sont confortables, ils ont un super fauteuil. Mais en réalité, ils souffrent énormément du dos. Ils sont consommateurs énormément de soins pour le dos et pour les articulations. Ils sont consommateurs aussi d'arrêt de travail. En tant que prescripteur d'arrêt de travail, c'est une des causes importantes d'arrêt maladie. Justement, quels conseils on pourrait donner pour être dans la prévention, pour éviter d'avoir mal au dos et pour éviter d'être obligé, malheureusement, de s'arrêter? Vous voyez, Gérald, si vous me voyez dans cette position-là, vous allez vous dire, oh là là, Frédéric, il se tient mal, c'est n'importe quoi sa tenue. Parce qu'on a... en réalité, dans cette position-là, moi, je suis plutôt... Ça a l'air confortable, en tout cas. Exactement. Je suis plutôt confortable. Peut-être que je ne tiendrai pas cette position toute la journée, mais si régulièrement dans la journée je me redresse, j'active un peu mon dos et puis je bouge un petit peu, je redresse un peu mes épaules, probablement que j'aurai moins de risque d'avoir mal au dos que quelqu'un qui va se figer comme ça toute la journée, qui va essayer de se tenir droit et qui n'y arrivera pas. Et qui va mettre en tension ses muscles et donc avoir des attitudes un peu Exactement. douloureuses. Donc le maître mot, c'est vraiment le mouvement régulier et d'éviter les postures sédentaires permanentes. Alors certains disent aussi que travailler debout, ça peut être aussi une solution. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce n'est pas vrai? Oui, c'est une vraie solution parce que les nouveaux espaces de travail qu'on voit émerger sont des espaces de travail modulables avec à la fois des bureaux classiques et puis des bureaux en hauteur et des personnes qui peuvent passer d'un poste à l'autre. C'est probablement les solutions d'avenir pour les entreprises qui peuvent investir dans des nouveaux modèles de bureaux, de pouvoir permettre à leurs salariés de bouger d'un bureau à un autre, de placer sur un bureau debout, un bureau assis et de moduler cette posture dans la journée. On brûle aussi des calories, docteur? Ah oui, on brûle des calories. Le mot-clé, c'est sédentarité. C'est-à-dire que la sédentarité, c'est ça qui va causer beaucoup de pathologies au niveau du dos, au niveau du cœur, mais sur quasiment tout l'organisme. Et le fait de bouger, vous savez, quand on prend le volant, on dit qu'il faut faire des pauses toutes les 2 heures. Ce que vous dites, c'est un peu ça aussi, c'est toutes les 2 heures. Il faut bouger, se relever par exemple, aller faire une pause café par exemple, sans sucre, mais ça on y reviendra. Et de bouger, ça permet d'éviter beaucoup de désagréments, bien sûr. Et vous parliez de la posture debout. On a tous vu tourner sur le net ces espèces de grandes roues, un peu comme les roues pour hamster, où on a un bureau et ça permet de marcher, de travailler sur son ordinateur en étant bien dans un axe et détendu. Alors on parle d'ordinateur, portable, ça aussi c'est une catastrophe pour le dos? L'ordinateur portable, je crois qu'au départ, quand ça a été conçu, c'était un ordinateur d'appoint et puis c'est devenu un ordinateur fixe. C'est peut-être ça le problème. Alors on peut organiser son ordinateur portable afin de positionner un petit peu mieux l'outil et de ne pas se finir systématiquement complètement courbé dessus. Je pense qu'il y a une utilité à
à installer correctement, comme on peut le voir sur des illustrations sur le livre Même pas mal, là, qui vont passer probablement, relever un petit peu l'ordinateur portable, s'éloigner de l'ordinateur portable et mettre un clavier périphérique, je pense que ça peut être utile pour avoir un petit peu plus tendance à se redresser et à ne pas être systématiquement figé comme ça vers le bas sur l'écran. Et puis des choses très simples que vous rappelez dans votre livre, c'est il vaut mieux, plutôt que de plier sa colonne vertébrale, il faut simplement régler l'éclairage, régler la hauteur de son siège, c'est-à-dire régler ce qui est mécanique et ce qui est ergonomique autour de soi, plutôt que d'avoir le dos et la colonne vertébrale qui, elle, va plier, mais à force de plier, va faire mal. Ouais. Effectivement, il y a quelques petits réglages à effectuer. Le réglage de la souris, le réglage de la hauteur de l'écran, qui va différer en fonction du fait qu'on porte des lunettes ou pas aussi. Si on a des verres progressifs, ce ne sera pas la même hauteur. On va plutôt privilégier un écran élevé pour quelqu'un qui ne porte pas de lunettes. Et puis quelqu'un qui a des verres progressifs, on va plutôt descendre l'écran. L'organisation avec le clavier. Et ensuite, tout ce qui se passe autour, ça va être individuel. Ça va relever de la volonté personnelle de bouger. Oui, voilà, on voit justement un petit exemple ici dans votre livre. Et si on ne peut rien régler, imaginons vraiment, pas de bol, on ne peut pas régler le siège, c'est cassé, la table, on ne peut rien changer non plus. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On va voir le kiné. Oui, voilà. Alors, c'est sûr qu'on va peut-être consommer un peu plus de soins, mais je ne suis même pas certain parce que vous savez, si je vous mets sur un fauteuil qui est extrêmement inconfortable, un tabouret pour traire les vaches et je vous mets avec un ordinateur devant, probablement ce que vous allez faire, c'est que vous allez bouger sans arrêt parce que ça va être inconfortable. Et peut-être que l'excès de confort des sièges modernes favorise la sédentarité en réalité. Qu'est-ce que vous pensez de ces ballons qui servent de siège ? On a quelques illustrations, vous savez, on a vu ça, c'est un peu un phénomène de mode. Bien, pas bien pour le dos ? Non, je pense que c'est intéressant. Alors peut-être pas toute la journée, parce que c'est difficile de tenir en équilibre toute la journée. Ça peut être un peu casse-gueule. Mais non, je pense que c'est intéressant parce que ça sollicite le mouvement, tout simplement. Et ça déséquilibre. Allez, un petit mot du smartphone quand même aussi, parce que là, on travaille de plus en plus sur le smartphone, finalement, au bureau, en réunion, etc. Là aussi, ça a un effet un peu sur le dos, peut-être ? Ça a un effet, en tous les cas, sur la tête, effectivement, qui est tout le temps penchée en avant. Alors, dans les études, Gérald, vous parliez tout à l'heure, est-ce qu'il y a une corrélation entre ce qu'on appelle le text neck, c'est-à-dire les textos avec le neck, c'est le cou, les douleurs de cou liées aux textos qu'on envoie à longueur de journée et les douleurs ? Apparemment, il n'y a pas de corrélation. J'aurais tendance à dire que faire des mouvements de rétraction comme ça, cervicale, toute la journée, ça peut faire de mal à personne. Voire, ça peut améliorer les douleurs qui existent déjà. Des mouvements tout simples, vous voyez, de rétraction comme ceci, c'est quelque chose qui va favoriser la sollicitation musculaire et qui va amener probablement la colonne vertébrale dans le sens inverse dans lequel elle est toute la journée. Et presque pour terminer, Frédéric Srour, quand faut-il consulter ? Quels sont les principaux motifs de consultation ? Alors, je pense que sur la douleur de dos, la douleur de cou, il faut peut-être changer un petit peu la vision d'esprit et se dire que c'est pas très grave non plus d'avoir mal au dos ou mal au cou et qu'il faut pas forcément consulter tout de suite quand un matin on a mal au dos. Ouh là là, faut tout de suite que ça disparaisse. Peut-être qu'il faut dédramatiser la douleur déjà. Ensuite, quand cette douleur perdure, je crois qu'il faut aller voir un professionnel de santé, il faut aller voir son médecin généraliste d'abord et puis éventuellement un rhumatologue si c'est nécessaire de ville qui va préconiser déjà qui va examiner le patient, qui va voir si la douleur de dos est liée à la colonne vertébrale ou elle-même, mais ça peut être, Gérald, vous pourrez le dire aussi, un endroit qui est le signe de maladies qui sont plus graves, des viscères, des choses comme ça. Donc des douleurs projetées, vous pensez avoir mal au dos, en fait c'est une douleur abdominale, donc d'où l'intérêt de passer par la case médecin qui va vous examiner. Et quand on dit examiner, ça ne veut pas forcément dire faire des examens complémentaires, ça ne veut pas forcément dire en première intention de faire un scanner, ni même des radios, c'est simplement un examen clinique et parfois la case kiné. Tout à fait, et après, si effectivement la rééducation a montré son intérêt sur les douleurs de dos chroniques, les gens qui ont mal au dos tout le temps. La rééducation a montré son intérêt. Si je peux donner un conseil aux téléspectateurs, il y a aujourd'hui une méthode qui est reconnue vraiment dans le monde, qui s'appelle la méthode McKenzie, M-C-K-E-N-Z-I-E. Il y a des professionnels qui sont formés vraiment, il n'y a pas d'intérêt, je ne peux même pas former Mackenzie, donc vous voyez, j'ai pas d'intérêt à le dire, mais il y a des professionnels qui sont formés là-dessus, qui ont des rééducations qui sont standardisées, un examen clinique qui est standardisé, et qui probablement prennent bien en charge, enfin mieux en charge les patients un type farfelu qui va vous inventer des méthodes un petit peu ésotériques et qui va vous dire, voilà, en une séance, je vais vous soigner votre mal de dos que vous avez depuis 10 ans. Merci beaucoup Frédéric Srour pour tous ces conseils. Vous restez avec nous. Dans un instant, on teste un produit tout spécialement pour vous.
Et pour cette première émission, on se penche sur le ronflement. Chaque semaine, nous testerons un objet santé du quotidien. Aujourd'hui, on s'intéresse à un dispositif inédit contre le ronflement. Et Gérald, vous avez tenu à le tester spécialement pour cette première émission. Oui, je ne ronfle pas spécialement, encore que je pourrais ronfler. Vous pouvez le dire, ce n'est pas grave. Ça concerne 15 millions de Français. C'est la première étape, le ronflement. Puis la deuxième étape, c'est l'apnée du sommeil aussi. Et on a testé ce petit dispositif qui s'appelle le Nastent et qui est un petit tuyau qui se met dans le nez et qui permet d'éviter l'obstruction des voies aériennes. Vous voyez, là, quand on respire normalement, il y a l'air en bleu qui passe tranquillement dans la trachée et qui va aller vous permettre de respirer. Et quand on ronfle, c'est qu'on a une obstruction. On a les voies aériennes un peu affaissées parce qu'on a un cou un petit peu court, parce qu'on dort un peu trop profondément. Et c'est le ronflement qui survient. Et ce dispositif, il est mécanique. C'est de mettre un petit tuyau qui s'introduit par le nez et qui va aller rentrer à l'intérieur des voies aériennes et qui va permettre de mieux respirer. Alors ce petit tuyau, c'est ça, vous voyez, c'est un peu lubrifié, ça se met dans le nez, ça paraît tout bête comme système et je l'ai testé hier soir pour vous. On voit ça en image. Alors, j'étais dans ma salle de bain, j'avais mis mon plus beau pyjama, vous voyez, pour vous. Et juste avant d'aller me coucher, j'ai introduit dans ma narine gauche ce petit tuyau qui est lubrifié. Ça ne fait pas mal. C'est vrai que ça chatouille un peu, c'est un peu surprenant. Mais pas l'air d'être très à l'aise quand même là. Non, c'était la première fois que je le mettais, donc j'avais un petit peu d'appréhension. Ouais. Mais ça s'introduit, vous voyez, relativement facilement. Une fois qu'il est introduit, il y a un petit système de crochet qui se met sous le nez. Vous respirez. J'ai pris une grande inspiration et honnêtement, c'est vrai qu'en prenant cette grande inspiration, même en n'ayant pas de problème d'obstruction nasale, je respirais, je sentais vraiment que l'air passait très bien dans cette narine gauche. Et donc j'ai pu aller regagner ma chambre, me coucher. Alors je ne sais pas si j'ai plus ou moins ronflé. En tout cas, ça ne m'a pas gêné pour dormir. J'avais l'impression d'avoir les voies aériennes dégagées. Et donc j'ai éteint la lumière et je me suis arrêté là. Voilà, on ne veut pas en savoir plus. Les plus, les moins en tout cas de ce test, Gérald. Les plus, c'est que c'est efficace. Alors, j'ai pas pu le tester en termes d'efficacité cette nuit, mais en tout cas, les études montrent que c'est efficace contre le ronflement et l'apnée du sommeil. C'est pratique, hein, vous avez vu, c'est relativement simple. C'est un petit tuyau lubrifié qu'on se met dans le nez. C'est sans risque particulier. Il n'y a pas de risque de perforation de quoi que ce soit, puisque c'est vraiment très souple. Les moins, il y a une appréhension. J'avais une appréhension. C'est vrai, on l'a vu. Quand on montre ça, on se dit, on n'a pas l'habitude de mettre dans le nez. Puis allez, j'allais dire, c'est pas très glamour non plus. Encore que ça se voit pas. Hein. Une fois qu'il est rentré, il y avait juste un petit piercing qui sortait, là, juste ce petit bout. Donc on voit absolument rien. Illusion. Les moins ? Les moins, c'est ça, c'est cette appréhension et puis c'est ce côté glamour. Ceci dit, le côté glamour, certes, c'est pas très glamour, mais ça peut peut-être permettre de sauver un certain nombre de couples parce que le ronflement, c'est un vrai sujet de dispute conjugale. Alors, combien ça coûte ? Où est-ce qu'on trouve ce produit ? Alors, ça se trouve en pharmacie, ça se trouve sur le site du fabricant, un Nastent, et ça coûte 25 €. Les 6 petits dispositifs, donc ça veut dire que si vous l'utilisez en permanence pendant un mois, ça va vous coûter 25 € x 4, puisqu'il en faut globalement un par jour. Et puis, autre petit moins quand même, quand vous l'enlevez, c'est fini, vous ronflez. C'est fini, mais entre-temps, peut-être que vous aurez perdu un petit peu de poids et peut-être que vous ronflerez un peu moins parce qu'une des grandes causes du ronflement, c'est le surpoids tout simplement et le fait de perdre quelques kilos, ça peut permettre à l'air de mieux circuler et de mieux respirer. Ritzrours, vous êtes intéressé ? Je ne ronfle pas. Est-ce que vous ronflez ? D'après mon témoignage, je ne ronfle pas. Il faudrait demander celui de ma femme. Mais par rapport à ce petit dispositif, Gérald, c'est facile à retirer après ? Ah oui, c'est facile à retirer. Je vous ai épargné le fait de le retirer, mais bien sûr, c'est très facile à retirer, sans douleur, sans rien du tout. Et encore une fois, il n'y a vraiment aucun risque de blessure, parce que c'est complètement souple. Allez, et ça s'est introduit. Restez avec nous en tout cas, on ne se quitte pas sans vous mettre à contribution dans un instant, c'est le défi de la semaine. On clôture cette émission en se lançant un défi pour être en pleine forme. C'est le but de cette émission et surtout c'est simple, c'est à la portée de tous. L'idée c'est de faire un tout petit changement, de s'y tenir. Un petit défi pour votre plus grand bien. Exactement, c'est un petit défi. L'idée c'est de modifier une pratique, un geste pour pouvoir avoir un bénéfice pour la santé. Et aujourd'hui, on l'a dit dans cette émission, on va le redire et le défi de la semaine c'est de bouger et de bouger 3500 pas par jour. C'est 30 minutes de marche, toutes les recommandations disent que c'est bénéfique pour le cœur, c'est bénéfique
bénéfique pour le dos, c'est bénéfique pour l'ensemble de notre santé. Et c'est un tout petit geste qu'on peut mesurer en plus, qu'on peut quantifier. C'est un minimum. Évidemment, on peut faire plus, mais on peut le modifier et surtout, on peut le quantifier. Vous avez tous un smartphone, par exemple. Il y a des applications qui permettent d'avoir une fonction podomètre. Alors, soit vous la téléchargez, soit elle est de série sur votre téléphone. On peut acheter un podomètre également qu'on met à la ceinture. Il y a des montres qui sont des montres connectées aussi, qui peuvent permettre de mesurer le nombre de pas. Et le défi de la semaine, je vais m'y mettre. Vous allez vous y mettre. J'espère que vous allez tous vous y mettre. Je l'ai fait déjà. Et surtout, on attend que vous postiez sur Twitter, sur le hashtag en pleine forme, vos captures d'écran par exemple, montrant que vous avez fait 3500, 4000 et pourquoi pas plus pas par jour. La recommandation et le minimum, c'est 3500 pas par jour. Allez, juste comment on fait? On prend les escaliers et on supprime l'ascenseur par exemple, ou en tout cas, on marche. Allez, on se retrouve en tout cas la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'En pleine forme sur LCI. On fera donc le point tous ensemble. Merci beaucoup, docteur. Merci, à la semaine prochaine. Merci Frédéric Srour. Et d'ici là, portez-vous bien et restez en pleine forme.